Alors bonjour, bienvenue à tous. C'est le premier webinaire de la série de Technologia. Le thème aujourd'hui, donc, e-learning, ce qu'on dit rarement et d'autres secrets bien gardés. Alors je me présente, je suis François Ronaï, je vais vous accompagner durant les quelques 55 minutes qui vont suivre. Rapidement, l'idée de ce webinaire est venue donc de se faire un partage entre nous. La thématique du secret, des secrets nous plaisait beaucoup. Rapidement, qui est ce nous? De ce côté-ci du webinaire, donc vous me retrouvez, je suis la partie donc visible, François Ronaï. Je suis formateur chez Technologia, je suis également président de Solutions Comuna. Mais il y a plein de monde que vous ne voyez pas. Il y a l'équipe de coordination de Technologia qui est ici au grand complet. Il y a l'équipe de soutien technique de SVI. Il y a les formateurs également de Solutions Comuna, des spécialistes en apprentissage en ligne, qui sont ici aussi pour répondre à vos questions. Je vous dis tout de suite qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions durant le webinaire. Par contre, on en prend note. On va y répondre, entre autres, si vous nous demandez d'y répondre à la suite du webinaire, ça va nous faire grandement plaisir, donc, d'y répondre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, quand on parle de ce fameux partage entre nous, on va beaucoup présenter, dans le fond, de l'expérience acquise au cours de 2000 projets et même au-delà, depuis 1994. Je notais au passage qu'il y a quelqu'un ici de Messier Doughty, projet de 1998, où on était avec eux. En fait, cette expérience-là vient aussi donc de plus d'une centaine d'appels d'offres à la fois rédigés, répondus en soutien des organisations, du même coup aussi au soutien d'équipes internes et également d'équipes de fournisseurs partout, au Québec, dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Et je suis avec Technologia depuis 2005. Donc, depuis 2005, on soutient les clients de Technologia sur toute leur expertise en e-learning. Vous, de votre côté, vous êtes passablement d'inscrits, au-delà de 150. Les gens continuent à arriver et c'est très bien. En passant, ça me permet de vous dire que il y a un enregistrement qui a lieu en ce moment et vous allez pouvoir l'avoir dans les jours qui suivent. Ça va vous arriver par courriel. Mais je vous pose tout de suite une question. Il y a une question sondage qui va apparaître dans un instant. La question, c'est dans le fond, êtes-vous avant tout quelqu'un qui est d'une équipe interne, donc êtes-vous chez un client, êtes-vous une équipe qui développe à l'interne de l'apprentissage en ligne, êtes-vous membre d'une équipe qui est un fournisseur de solutions d'apprentissage en ligne, êtes-vous un client, donc du côté de l'organisation qui typiquement fait des demandes pour que se développe l'apprentissage en ligne, vous pouvez répondre. Le sondage est ouvert, les réponses rentrent, je vais donner encore quelques secondes. Il y a déjà donc plusieurs participants qui ont répondu. Vous y allez progressivement. Les réponses rentrent, allez-y. Donc, on dit bien êtes-vous avant tout. Hein? Donc, on sait que vous pouvez avoir plusieurs chapeaux, équipe interne, équipe fournisseur, équipe demandeur. Je vais terminer le sondage dans quelques secondes. C'est votre dernière chance pour y aller. Voilà. Je termine le sondage. Ça devrait être quand même représentatif. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? On a eu, en termes de pourcentage, vous le voyez, beaucoup de gens qui développaient à l'interne, donc qui développaient, donc 33%, des gens qui sont demandeurs, des clients à l'interne demandeurs de solutions d'apprentissage en ligne. Et du côté des équipes fournisseurs, un peu plus de 10%, donc qui êtes présents. Bienvenue à tous. Et l'idée même de ce webinaire est justement de favoriser le partage, la discussion, donc d'aller au-delà finalement de ces fameux secrets parce qu'il y a de l'information qui est détenue dans le fond du côté des fournisseurs de services, du côté des clients, des parties prenantes et l'idée même ici c'était de favoriser le dialogue, en fait ce que nous prônons ici et c'est le cas dans toutes les formations qu'on fait chez Technologia, entre autres dans celles qui ont trait au e-learning, de favoriser une approche collaborative, transparente, vraiment de permettre de comprendre tous les angles, tant du côté client, fournisseur. Puis pourquoi? Ben, on va le voir durant tout ce temps du midi là, qu'on passe ensemble. Donc, il y a une amie alors qu'on préparait ce webinaire qui me posait la question, François dit, dans le fond, le Walmart, le joueur dominant du e-learning, c'est qui?
J'ai trouvé la question intéressante, puis je vous la soumets. Dans le fond, est-ce que c'était, par exemple, est-ce que c'est la fusion Skillsoft SumTotal qui a créé un très grand joueur dans notre industrie? Est-ce que c'est Lynda.com qui va peut-être bientôt le devenir, surtout que LinkedIn les a acquis? Est-ce que c'est SAP depuis son acquisition de SuccessFactors? La réalité de notre industrie, c'est que c'est une industrie de très grand fractionnement. Il y a énormément d'organisations d'entreprises qui composent cette industrie. En fait, quand on se pose cette question-là, ce qu'on réalise, c'est que le monopole, c'est pas pour demain. Juste sur le plan des technologies, de l'apprentissage, de tout ce qui concerne l'apprentissage en ligne, il faut noter qu'il y a au-delà de 650 LMS, même 700 et plus selon les derniers chiffres, des boîtes qui conçoivent des contenus, il y en a des milliers, typiquement des milliers par pays. Et tout ça arrive d'autant plus que les parcours d'apprentissage sont de plus en plus hybrides. L'apprentissage en ligne, seul, autonome, on en voit de moins en moins. On constate de plus en plus de solutions basées sur de l'apprentissage en ligne, du e-learning, oui, mais en plus de l'apprentissage social en ligne, des communautés de pratique, bref, une très, très grande variété. C'est tout à fait assumé dans notre cas. On se définit, Solutions Comuna, qui sommes des partenaires de Technologia, et on va revenir là-dessus tantôt. Technologia offre maintenant du développement de solutions d'apprentissage en ligne, offre même son ensemble de ses formations, les 300 quelques formations, son ensemble de ses formateurs peuvent participer donc à des projets et vous doter de solutions d'apprentissage en ligne qui peuvent répondre à vos besoins. Mais quand on se dit donc un joueur de niche, on va le voir, il y a une différence entre les très grandes organisations, des moyennes et des plus petites. On va comprendre où est-ce que ça se passe et d'être capable de distinguer entre des produits de formation à grande échelle, ou en tout cas en visant le grand public ou de grands segments de clientèle cible versus des solutions qui sont développées pour notre organisation en particulier. À l'origine des secrets, dans bien des cas, il y a des problèmes. C'est pour ça, bien souvent, qu'on n'en parle pas trop, qu'on ne sait pas trop, donc, l'information tout à fait juste sur ce qui se passe. Écoutez, je vous pose une question et plusieurs d'entre vous ont commencé à répondre dans le contexte donc du clavier, du pavé de clavardage avec leur clavier. Je vous pose une question ici, puis je vous demande, profitez-en pour écrire votre réponse dans le pavé de clavardage. Ma question, c'est la suivante. Pouvez-vous taper une chose que vous avez observée dans les projets qui se sont mal déroulés? Puis vous avez le droit à plus qu'une entrée. Hein? Donc, allez-y. Tapez donc des objectifs. Ici, on a une réponse de Nathalie. Des objectifs mal ou non définis. Allez-y, c'est le temps d'en rentrer. Sonia donc parle d'une mauvaise communication, dépassement de coûts, planification irréaliste, communication laborieuse, et là, ça défile vos réponses, habilité technologique des participants qui n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, très intéressant de vous lire, dépassement des échéanciers, des échéances, donc des calendriers non respectés, première expérience du client avec le e-learning, c'est un fait, on fait typiquement beaucoup d'apprentissage quand ça se passe, accompagnement déficient, délai serré, besoin mal analysé. Bravo. Alors écoutez, vous allez pouvoir continuer en entrée. Tout ce que vous notez là est effectivement ce qu'on constate. Parmi des observations qu'on nous fait, une des questions qui nous est fréquemment posée, c'est pourquoi les projets coûtent si cher et qu'est-ce qui se passe quand justement, donc, on va se retrouver avec un coût qui est bien au-delà de ce qu'on avait pu prévoir ou carrément que l'évaluation au départ fait que le projet est assez coûteux. J'y vais ici avec un cas vécu. Donc, c'est une histoire que je vais tout simplement dire que ça s'est passé au Canada. Et c'est l'anatomie d'un dérapage. Alors, suivez-moi bien. C'est une histoire, dans le fond, qui s'est répétée sous une forme semblable dans bien des contextes. On parle ici d'une grande organisation. C'était un cours au départ assez simple. Le sujet était complexe, mais le cours se voulait assez simple,
assez linéaire dans le fond, sur des règles, des principes, des conduites, des comportements, dans le fond, qui ont des impacts directs sur les personnes, sur la productivité en général, la rétention du personnel. C'était en fait une formation de 2h30 qui devait porter sur une nouvelle politique. Le problème principal, c'est que la facture finale de plus de 400 000 c'était fondamentalement plus de 2 fois l'estimation initiale. Il y a donc eu problème. Les explications qui ont pu être recueillies quand ça s'est arrivé, il y en a eu de multiples, il y en a eu des contradictoires. C'était fondamentalement insatisfaisant pour les principales parties prenantes. Il y a donc eu deux audits qui ont été commandés. En passant, le deuxième audit a été commandé par une autre personne que celle qui avait commandé le premier audit. Le premier audit, qu'est-ce qu'il a révélé? Qu'est-ce qu'il a été? On a demandé à une firme non experte en e-learning, mais spécialisée dans la livraison de projets, d'évaluer l'ampleur puis du dérapage, puis de circonscrire le concept, le contexte, dans le fond, de la faute. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Puis la firme en question, elle a choisi tout simplement de présenter le projet, une description du projet avec des extraits du projet terminé à une dizaine de firmes comparables au fournisseur initial. Et avec une question simple, combien auriez-vous chargé, vous autres, pour livrer un tel projet? Moi, je vais vous poser une question. Alors, vous pouvez imaginer la démarche. Hein? On présente la formation, on présente le résultat final, on demande à des firmes concurrentes, c'est une espèce d'appel d'offres inversé, hein? On dit, vous, combien auriez-vous chargé pour ça? Je vais vous soumettre la question en mode sondage et vous pouvez inscrire votre réponse. On va pouvoir voir, c'est anonyme comme sondage. Allez-y donc en vous disant, qu'est-ce que vous pensez, à combien pensez-vous que se chiffraient les moyennes obtenues par l'équipe qui pilotait l'audit? Alors, allez-y, les questions commencent, vos réponses commencent à rentrer. On voit tout de suite que c'est distribué en passant. C'est en train de rentrer et c'est distribué. Et bravo, vous avez pris le tour de répondre à ces questions-là. Ça va assez vite. Je vais laisser encore quelques secondes et vous allez pouvoir donc constater le résultat final. Les réponses ont arrêté de rentrer. Je vais bientôt terminer le sondage. Quelques secondes encore. On termine. Alors, on va regarder ce que ça donne, vos réponses. Et vous avez massivement répondu. Et en majorité, vous avez dit que l'évaluation a dû tourner autour de 120 000 $ pour les firmes concurrentes. Mais l'autre chiffre le plus près était quand même de 100 000. Et puis, quelques-uns parmi vous sont allés vers le 300 000. Vous n'êtes pas légion. Et certains aussi au niveau de 200 000. D'autres ont ciblé des chiffres beaucoup plus petits, 50 000 à 70 000. Alors, on va le voir tout de suite. Ceux qui ont identifié la réponse en très basse, à 50 à 75 000, vous avez raison. C'est ce que la grande majorité donc, des fournisseurs questionnés ont dit. Nous, on vous aurait fait ça pour 50 75 000 à peu près, sans aucun doute. Attardons-nous au deuxième audit qui est venu après le premier. On a demandé cette fois-ci à un expert e-learning, on dit, comment vous y prendrez-vous? Et lui, il est allé de quelques questions spécifiques. Il s'est demandé comment l'analyse de besoins a été faite, qui était le client fondamentalement, qui étaient les experts contenus, à qui le fournisseur rendait-il des comptes au fur et à mesure. Bref, mieux comprendre ce qui s'est passé. À ces questions-là, il y a eu des réponses particulièrement intéressantes. Premièrement, que l'analyse initiale qui a été menée qui a mené au projet de politique, c'est là-dessus que ça portait, une nouvelle politique dans l'organisation, puis de projet de former tout le monde, ça avait été assez bien fait, complet, mais il n'y avait pas eu une analyse profonde pour la formation comme telle. On n'avait pas distingué qu'est-ce qui devait être de l'information qui avait trait aux capacités des personnes, à la motivation, au nouveau rôle. Donc, il y avait eu des difficultés à ce niveau-là. Pour ce qui est de dire qui était le client, en fait, il y en avait un, mais en même temps, il y en avait plusieurs. Autant qu'il y avait d'unités d'affaires dans cette organisation-là, on pourrait dire autant il y avait de clients. La table de concertation des clients internes comptait parfois plus de 10 représentants et ce n'était pas toujours les mêmes. On pouvait se faire remplacer de rencontre en rencontre.
Les experts de contenu, ben, c'était des spécialistes RH internes qui avaient reçu la mission d'élaborer un modèle propre à l'organisation. En fait, puis ce modèle-là s'élaborait pas mal au fur et à mesure du projet. Il fallait aussi voir à respecter la culture collaborative en place, qui faisait la validation par la table de concertation des clients internes. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des demandes de plusieurs réécritures de scénarios. On a demandé même de refaire les vidéos. Quand on voyait le résultat, on a dit « c'est pas tout à fait ça, on reprend ». Plus d'une fois. Retournant à la réécriture, puis non seulement des scénarios, mais des éléments de la politique sur le plan organisationnel. En réalisant l'impact des vidéos, on a repensé des choses. Donc, si on résume ce qui s'est passé, c'était une situation complexe qui s'est développée. Définir des politiques importantes, cela demandait de la concertation. Le produit final était excellent. Le coût total comptabilisait en plus les heures internes, ce qui n'avait pas nécessairement été dit à l'ensemble des fournisseurs qu'il fallait qu'ils fassent la rétro-ingénierie du projet, c'était qu'il y avait aussi un calcul de coût interne. Bref, les blâmes ont dû être profondément relativisés. Mais il est resté quelque chose. Il est resté, de toute évidence, une trace. On va y aller avec une question pour vous, une autre question sondage. Maintenant que vous avez entendu les deux audits, la description au niveau des deux audits, selon vous, le responsable principal, c'est qui? Je vous lance une autre question sondage. Allez-y, vous avez la chance de répondre. Donc, selon vous, le responsable principal, est-ce que c'est le fournisseur, le client, les deux, ni un ni l'autre? Donc, ça vous demande peut-être une petite réflexion. Je vous dis tout de suite que ben, vous le voyez probablement se passer au niveau des réponses qui s'accumulent. Mais on note donc... vous répondez en grande majorité. Je vous dis pas où les majorités s'établissent en ce moment. Je vais terminer le sondage dans quelques secondes. C'est terminé. Regardez comment ça s'affiche. Donc, pour vous, la grande majorité, donc, c'était les deux qui étaient responsables. Les deux ou ni un ni l'autre. J'haïs pas cette réponse-là en passant, dans le sens qu'il y a vraiment quelque chose ici là-dedans, c'est comme la complexité même du projet était là. Et puis pour beaucoup d'entre vous, ça a été le client. Pour plusieurs aussi, ça a été le fournisseur. Donc vous voyez que ça relativise passablement les choses. Donc, le client, vous avez eu vos réponses. Ce qui se passe donc au niveau donc, de l'apprentissage en ligne, c'est que quand on développe des solutions, on peut avoir une idée des efforts qui vont être requis au départ, mais ces idées-là qu'on peut avoir, les évaluations qu'on fait, il faut vraiment tenir compte d'une foule de facteurs. Vous avez devant vous un tableau qui représente en ce moment des moyennes de ce qu'on observe principalement en Amérique du Nord, mais il y a une comptabilisation également qui s'est faite en Europe et dans beaucoup de pays. Mais la majorité des répondants étaient quand même en Amérique du Nord. C'est un des tableaux qui est le plus utilisé dans notre industrie, produit par Brian Chapman. Il l'a mis à jour en 2010, il l'a révisé en 2012, il l'a quand même laissé à peu près ainsi. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que dans les trois colonnes les trois lignes du milieu, c'est-à-dire quand on dit ici e-learning niveau 1, niveau 2, niveau 3, on constate dans le fond que la colonne ici médiane, c'est le temps d'en parler, va dire qu'en général, au niveau du e-learning, pour ce qui est du plus simple e-learning, on va se retrouver avec des ratios de 79 heures pour une heure produite en moyenne, 184 heures pour du contenu médian pour un et facilement 490 pour un pour du contenu de type niveau 3, les plus complexes, les simulations, les jeux sérieux et cette catégorie-là. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir également des chiffres également plus élevés, donc quand c'est plus complexe, même si c'est de niveau 1, 2 ou 3. Ce tableau, donc, vous allez l'avoir au niveau de l'enregistrement, vous pourrez vous y intéresser. En passant, il est on y fait souvent référence dans nos formations chez Technologia quand on fait de la gestion de projet e-learning, par exemple, et tous les cours associés. J'ai fait une conversion où est-ce que j'ai placé en
en unités de dollars, une conversion tout simplement des efforts, si on disait qu'on parlait d'une heure de e-learning, et avec une facturation équivalente à 100 $ de l'heure par ressource impliquée, on arriverait à des chiffres, les chiffres suivants, qui correspondent passablement aux moyennes de ce qu'on observe au niveau du e-learning, tel que facturé au Québec. Je vous dirais même que ce chiffre-là correspond peut-être davantage à ce qu'on observe aussi, ces chiffres-là, aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, mais aux États-Unis en particulier, et qu'au Québec, c'est un peu plus élevé. Les chiffres fréquents au Québec pour du e-learning de type moyen, ça se situe davantage entre 20 000 et 30 000 $, mais on sort quand même également, on voit d'excellents produits, d'excellents contenus e-learning sortis pour des coûts aussi bas que 5 000 $ quand c'est pas moins. Notre propre équipe a été impliquée dans plusieurs plusieurs projets avec ce type d'envergure. Ce qu'il faut savoir justement qu'est-ce qui va contribuer bien souvent à expliquer le mieux cette question-là des coûts, mais bien souvent aussi de la satisfaction, de la capacité, de la qualité des projets, de l'intérêt de travailler au niveau des équipes. J'ai placé ici la force du 1, 2 ou 3. Ce qu'on constate bien souvent, c'est que plus petites sont les équipes, des équipes de 2 ou 3 personnes et même une personne. On voit des gens, des concepteurs qui sont à la fois concepteurs et producteurs capables de sortir du contenu e-learning à une seule personne. On constate une nettement plus grande satisfaction, typiquement une plus grande efficacité et un coût plus bas que les plus grosses équipes. Je ne peux pas m'empêcher de dire que je vois dans les équipes ici présentes, parmi les personnes présentes ici dans le webinaire, il y a plusieurs équipes, dont l'équipe de la CSST qui a développé vraiment des capacités de conception puis de production à l'interne, et elles vont souvent travailler. Je les nomme au féminin parce que c'est toute une équipe de conceptrices et de productrices. Elles vont souvent travailler en très, très petit nombre, à 2 ou à 3 pour ce qui est du cœur de l'équipe, et arriver à des résultats très intéressants, voire exceptionnels. C'est la même chose aussi au niveau de vos fournisseurs. On peut demander ça en passant, de s'assurer de savoir qui est sur le projet et de s'assurer de connaître les personnes et de travailler de près avec ces équipes-là. Il va sans dire que l'expérience des membres clés joue beaucoup. Plus on a une équipe qui est expérimentée, plus on va se retrouver typiquement devant un projet qui va se faire plus rapidement et avec un plus haut niveau de satisfaction, sans nécessairement avoir des coûts plus élevés, même parfois au contraire. Dans ma catégorie de au-delà de la faute, il y a aussi d'autres secrets. Il faut parler aussi des méthodologies. Si je fais ça simple, parce que ce n'est pas un cours de gestion de projet, c'est un webinaire, si je fais ça simple, il y a des méthodologies de type cascade, on le voit ici, waterfall sur l'image qui se trouve donc à votre gauche. Et il y a aussi des méthodologies qui sont beaucoup plus agiles. Et si vous regardez, c'est un tableau en anglais, mais d'une étude donc du Standish Group qui est sorti en 2012, qui accompagnait le titre en fait c'était The Chaos Manifesto. Ce qu'on voit, c'est que les projets les plus susceptibles de réussir en général au niveau des TI, ce sont des projets où est-ce que les méthodologies sont agiles. Ceux qui vont rencontrer peut-être des défis, mais qui vont quand même y arriver, ils sont aussi du côté agile, mais en moindre nombre que du côté waterfall. Et finalement, les plus graves échecs ou les plus grands échecs se retrouvent davantage dans des méthodologies rigides, et ça, en passant, on le voit aussi en e-learning. Dans notre cours de gestion de projet, on arrive aussi à identifier, on fait souvent des exercices au niveau d'identifier, est-ce que ce projet-là en particulier, parce qu'il y a des différences, est mieux servi par une méthodologie en cascade ou une méthodologie agile. Comme on le voit, c'est une question à poser à vos fournisseurs. Là, on est aussi encore beaucoup dans la catégorie des secrets. C'est toute la question de la profitabilité. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nos fournisseurs e-learning, est-ce que ceux qui développent des solutions font beaucoup d'argent? C'est quoi nos marges de manœuvre? Qu'est-ce qu'on peut négocier? Comment ça se passe au juste? Eh bien, vous le voyez ici au niveau de mon énoncé, tout de suite, je vous le dis tout de suite, en réalité, pas tant que ça. Pour ne pas dire peu, voire pas du tout.
Ce qu'il faut faire, ce qui est bien important de comprendre ici, c'est qu'il y a différents types de fournisseurs de solutions d'apprentissage en ligne. Et il faut comprendre comment est-ce que ça se passe. En fait, il y a d'un côté, on va dire, les plus grosses firmes qui sont dans la création de produits et de technologies. On fait souvent un parallèle, ou en tout cas, on peut faire une confusion entre les deux. Lorsqu'on développe des solutions de gestion d'apprentissage, lorsqu'on développe des outils auteurs, lorsqu'on est dans le développement même de produits de formation, mais qui sont pas faits sur mesure, qui ne sont pas faits pour des besoins organisationnels, on est vraiment dans la catégorie des produits, ou encore plus quand c'est les technologies, c'est encore évident, là, les Learning Management Systems, les systèmes de gestion des apprentissages et toutes les infrastructures. Alors, voyez-vous, dans ma liste ici, en contenu infrastructure, on a par exemple un très gros joueur qui est Skillsoft SumTotal. À la fois, c'est presque essentiellement et uniquement des produits qu'on va dire génériques qui s'adressent donc à tout le monde en général et des technologies. Cross Knowledge, qui a été acquis par Wiley, c'est un peu le même principe. C'est principalement des solutions de contenu qui s'adressent à tout le monde et qui sont déjà faites. Lynda.com, acquise par LinkedIn, c'est un exemple. Ce qu'on constate au niveau des boîtes qui sont vos fournisseurs qui développent du contenu e-learning pour vous à l'interne, on est devant des boîtes de conception comme telles, beaucoup plus petites. Les chiffres sont souvent de l'ordre de 12, de 25, de 50. Les boîtes au-delà de 100 sont l'exception au Canada, sont l'exception dans le monde, parce que ce qu'on voit typiquement, c'est que les plus grandes boîtes deviennent davantage des boîtes qui vont sortir aussi des solutions plus de type produit à un moment donné. Et une des raisons pour ça, c'est que les plus grosses boîtes doivent, comme les plus petites, s'assurer d'avoir au-delà, donc de 80% de leurs ressources en temps facturable, parce que dès qu'on est en dessous de 80% de nos ressources en temps facturable, donc en attente de mandat et de projet, c'est très difficile pour ces boîtes-là et on ne peut pas tenir le coup très très longtemps. Donc quand je parle de profitabilité, il y a de ces éléments-là qui jouent. J'ai une autre petite question pour vous et qui va justement donc dans le sens de poser cette question-là. Le sondage va apparaître dans un instant, mais pensez tout de suite à votre réponse. En moyenne, selon vous dans l'industrie, à combien s'établissent les proportions entre ce qui est versé à l'employé versus ce qui retourne à l'ensemble de la compagnie lorsqu'il y a quelqu'un qui est placé sur un projet en tant que personne facturable? En d'autres mots, si pour un projet, on vous facture l'équivalent de 900 $ par jour pour du travail qui se fait pour arriver donc à vous livrer une solution d'apprentissage en ligne, quelle est la proportion, vous pensez, qui retourne à l'employé versus à la compagnie? Donc, je vais tout de suite vous lancer le sondage. Vous allez le voir apparaître. Répondez. C'est intéressant. Ça va être intéressant sûrement de voir vos perceptions. Comment vous pensez, à combien vous pensez que ça s'établit. Je vais vous expliquer aussi d'où viennent ces chiffres-là. Donc, vous êtes en train de répondre. Bravo, vous avez pris le tour. Donc, est-ce que c'est 2 tiers à l'employé versus 1 tiers à la compagnie? Moitié-moitié. L'équivalent de la moitié de la facturation va à l'employé, l'autre moitié à la compagnie. Ou est-ce l'inverse? 1 tiers à la compagnie, à l'employé, 2 tiers donc à la compagnie. Vous êtes en train de répondre et je vous dis tout de suite que c'est partagé. Alors, on va afficher ça dans un instant. Je vous donne encore quelques secondes pour répondre si ce n'est fait. Tentez votre réponse. Je termine le sondage. Alors, vous avez été en majorité à répondre que l'équivalent du paiement va à peu près à 1 tiers à l'employé, 2 tiers à la compagnie. Et l'autre réponse la plus proche est 2 tiers, donc l'inverse, donc 2 tiers à l'employé, 1 tiers à la compagnie. Et vous avez été une minorité à identifier que c'est moitié-moitié. Alors, je vous le donne en mille. Tout de suite, c'est quoi donc la réponse? La réponse, en grande majorité dans les organisations, les fournisseurs e-learning, sur une proportion de temps facturable, 1 tiers va à l'employé, 2 tiers va à la compagnie. Donc, sur des personnes qui ne sont pas facturables, entre autres sur ce projet-là en particulier. Donc,
En d'autres mots, encore une fois, au niveau du calcul, sur une proportion de 900 la ressource qui se trouve à travailler sur un projet, pour une journée d'effort, va davantage aller chercher 300 et le reste, donc le 600 va à la compagnie. Pensons-y un instant, il y a plusieurs personnes qui sont non facturables dans une compagnie, typiquement toutes les personnes en vente, toutes les personnes au niveau du marketing, toutes les personnes au niveau des communications, la direction, etc. Donc, c'est plusieurs de ces personnes-là. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette proportion-là, c'est qu'elle varie. En règle générale, je vous ai dit que je vous communiquerai d'où viennent ces chiffres-là. Les chiffres viennent en passant d'observation. C'est principalement anecdotique, mais au niveau de nombreux échanges qu'on a entre compagnies, entre fournisseurs et learning. Donc, on se questionne, lorsqu'on voit, et en passant, ce sont des chiffres qui sont très semblables à ce qu'on observe en TI, en technologie de l'information en général. Les proportions vont varier d'autant plus, typiquement, lorsque les ressources, je l'ai mis au deuxième point ici, lorsque les ressources n'ont pas de lien d'emploi direct là, et qu'ils sont contractuels pour l'organisation. Dans ces cas-là, la proportion qu'ils reçoivent est plus grande, 50, 70, et même on peut observer des proportions encore plus grandes dans certains cas. Ce que ça révèle, en fait, c'est que l'enjeu pour l'obtention des meilleures ressources, c'est un enjeu réel. Donc, il est vécu. Ce que ça vient à dire aussi, c'est que les marges de profitabilité ne sont pas nécessairement très élevées et il faut s'assurer qu'il y a un nombre suffisant de personnes dans l'organisation pour s'assurer que les projets sont définis, qu'ils entrent dans l'organisation et qu'ils vont assurer la continuité. N'oubliez pas, une organisation que ses ressources à moins de 80% de temps facturable est tout de suite en péril. La conclusion, on pourra avoir de longues discussions, je souhaite qu'on en ait éventuellement en direct avec tous ceux qui sont là. La conclusion, c'est qu'on peut négocier, mais il faut voir à négocier sur les bonnes choses. J'ai mis une analogie ici, vous le voyez au niveau de l'image, avec une question que quelqu'un pourrait poser, de dire, OK, c'est combien le tarif si vous m'amenez de l'autre côté, mais seulement avec juste une rame? J'aimerais ça payer pour juste une rame au lieu de deux. Vous voyez un petit peu peut-être le ridicule de la chose. Hein? Ça va prendre pas mal plus de temps et surtout, vous allez tourner en rond. Donc, il y a des aspects sur lesquels on ne peut pas couper pour arriver à des projets. C'est un élément important à tenir compte. Mais si on peut négocier, à ce moment-là, on peut négocier sur quoi? Voici une série de suggestions. Négocier, voyez à demander à vous assurer que vous avez une petite équipe qui travaille sur le projet. Je le répète, mieux vaut avoir les meilleurs de l'organisation avec laquelle vous travaillez en plus petit nombre que d'avoir un très, très grand nombre. Assurez-vous d'avoir des experts confirmés en proportion adéquate. Parfois, dans les équipes qui sont en croissance et en très grande croissance, on est obligé de prendre les personnes les plus expérimentées et les placer avec un nombre assez important de joueurs n'ayant pas cette expérience-là. Et là, à ce moment-là, on peut se dire, bon, on est bien servi, on a plusieurs personnes qui travaillent dans notre projet, ça se tourne bien souvent contre nous. Essayez de voir aussi à comparer des comparables. Donc, voir au niveau des équipes, assurer à poser la question. Et puis, posez-vous la question. Si on arrivait à se développer ce contenu-là à l'interne, puis à entretenir notre contenu à l'interne, est-ce qu'on serait peut-être mieux servi? Plusieurs organisations, il y en a plusieurs dans la liste qui participaient aujourd'hui, ont fait ce choix-là. Je pense par exemple à des équipes qui sont présentes aussi donc, chez l'Auto-Québec en ce moment ici, la Chambre d'assurance de dommages, la CSST, Desjardins, pour ne nommer que quelques équipes qui apparaissent ici. C'est un choix aussi qu'on peut faire, de travailler aussi en combinaison avec nos fournisseurs, avec des équipes combinées. Ça peut être un excellent choix. Plusieurs organisations ont fait ce choix-là. Dans la catégorie, et je me dirige un peu vers la fin, puis ça va nous permettre d'ouvrir notre question, dans la catégorie « Vous ne les aurez pas si vous ne les demandez pas », voici quelques questions. Premièrement, les contenus sources. Peu de clients le demandent, peu de clients, peu d'organisations clientes les obtiennent. Quand je parle ici de demander les contenus sources à nos fournisseurs, attention, on a des clients qui se disent, ben oui, j'ai eu les contenus sources, j'ai ce qu'il me faut pour publier sur mon LMS.
ce n'est pas les contenus sources. Ce sont les contenus prêts à publier, oui, mais ce n'est pas donc les contenus sources. On va se trouver donc à être mal servi si on ne l'a pas demandé. Quand je parle des contenus sources, dans le cas d'une production qui serait faite par exemple avec Storyline, on parle ici donc vraiment des points story et vraiment de tout ce qui nous permet donc de modifier, de développer cette formation-là. On est parfois gêné de le faire et si on le demande, on devrait pouvoir l'avoir. De notre côté, en tout cas, nous, c'est systématique, on livre à nos clients. Des bilans réels des heures dédiées au projet. Important pour être capable, donc, de voir, à comparer combien dans les faits, donc, ça s'est trouvé à être chargé. Donc, je répète, il faut demander donc les contenus sources et d'avoir également les estimations, les réels bilans des heures dédiées au projet pour s'assurer donc qu'on puisse faire des comparaisons adéquates. Dernier point, les analyses coût-bénéfice puis d'impact réel. Pourquoi on ne demande pas ça? Eh bien souvent parce qu'on ne sait pas nécessairement comment les faire et par contre, lorsqu'on prend la peine d'aller jusque-là et de demander qu'il y ait une analyse coût-bénéfice associée à notre projet, on est davantage capable de le défendre, de le présenter à ses parties prenantes et de justifier nos projets. Il y avait quelque chose dans la description qu'on avait fait du projet, donc alors que c'était affiché pour pouvoir vous inscrire, c'était qu'est-ce qu'une mouche verrait sur le mur d'un studio de production e-learning. Voici quelques points qu'elle vous révélerait, cette mouche, ou en tout cas ce qu'elle pourrait constater. Premièrement, des défis partout. Et constants. Des défis sur le plan donc, technologique, technique, pédagogique, organisationnel, humain. C'est un défi que de produire de la bonne formation en ligne. Une aspiration au niveau des membres de l'équipe à être inclus dans toutes les phases de votre projet. Particulièrement vrai pour les membres chez vous de vos équipes internes qui ont de l'expertise en conception e-learning. On veut être impliqué tôt pour comprendre ce qui se passe, pour bien faire nos analyses et être capable d'arriver avec une solution ajustée. Vous verriez de manière continue le défi de la créativité. Faire du bon apprentissage en ligne, c'est de trouver vraiment des stratégies, de le faire comme il faut. Si ce défi d'ailleurs n'est pas là, le défi de la créativité, si votre fournisseur fait fondamentalement, répète projet après projet les mêmes recettes, on peut se poser des questions. Mais parce que dans les studios, vraiment, ce qu'on constate, c'est toujours un défi de créativité. On verrait des équipes intégrées et d'autres beaucoup moins. Ce que je veux dire par là, dans certaines équipes, on voit à ce que tous ceux qui sont susceptibles de participer au projet le comprennent dès le début et voient au chapitre, fassent des suggestions au niveau des visuels, de l'approche du 3D, si c'est pertinent, des personnages qui vaudraient la peine d'être entrés. Dans d'autres équipes, on voit par exemple fondamentalement un gestionnaire de projet, un concepteur ou une conceptrice pédagogique senior, simplement interagir avec vous et éventuellement à la fin, donc, avoir une équipe de production d'intégration qui entre en ligne de compte, qui saute sur la patinoire, c'est parfois très tard. Les équipes les mieux intégrées sont celles qui typiquement sortent le meilleur contenu. Puis finalement, la valeur des petites équipes, en fait, la chanson qui jouerait, ça serait une ode à Small is Beautiful. À peu près tous les concepteurs, intégrateurs, producteurs que je connais préfèrent travailler en petites équipes que des très grosses équipes. Dans ce qu'on n'a pas le temps de couvrir aujourd'hui, mais en même temps, c'est un peu une annonce par rapport au prochain projet, à la prochaine présentation, prochain webinaire que je vais faire au printemps prochain avec Technologia. Ça va porter sur les LMS. Il y a des questions aussi qu'il faut se poser au niveau des LMS. Un petit mot là-dessus par rapport au prochain webinaire. Il reste que les prochains webinaires de Technologia vont arriver à un rythme régulier dès le mois de janvier avec le prochain, si je ne m'abuse, qui va porter donc sur Office 2016. Donc, une présentation qui va être sûrement bien suivie. En fait, 2016 est apporté dans le contexte 365. On me fait signe. Merci. Quand on parle des LMS, c'est parce que c'est d'autant plus important que choisir son infrastructure, c'est un défi en soi. Bien souvent, on va magasiner pour un coup, puis on dit tant qu'à faire, on va magasiner en même temps pour le LMS. C'est pas toujours une bonne idée. Ça peut être le cas, remarquez, au niveau de si on veut vraiment un concept, donc
d'une solution et d'une livraison en même temps, mais ce qu'on va constater, c'est que bien souvent, tant qu'à implanter un Learning Management System, une infrastructure, on va faire un exercice en soi. Il existe plusieurs fournisseurs de services en contenu qui ont choisi de développer leur propre LMS ou d'en vendre un en particulier. Il y en a qui réussissent bien, c'est presque l'exception. Et tout de suite, on va vous dire, ce n'est pas notre choix. Au cours des dernières années, non, on en a implanté 35 LMS, on a assisté des organisations dans ce contexte-là, mais il faut voir qu'avec 650 LMS présents en Amérique du Nord seulement et une bonne trentaine disponibles en français et en particulier qui pourraient faire du sens pour des implantations au Québec, ça pose quand même un défi. Ce sera le thème donc du prochain webinaire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous poser une question. On est dans les secrets, on va vraiment rentrer dans un contexte de questions secrètes, si vous le voulez bien. Ça va être notre dernière question ici posée avant d'ouvrir aux questions des participants davantage. À compter de 2008, c'est la question. Quel a été le LMS, le Learning Management System de la CIA, qui est en passant une organisation de plus de 100 000 employés? Donc, une grande organisation, on s'entend. Est-ce que c'était Oracle, NetDimension, SAP, Moodle ou Strategia? J'ouvre la question sondage en ce moment. Peut-être que vous le savez, j'en ai parlé à quelques reprises, mais à très peu de personnes. S'il vous plaît, allez-y de votre estimation. Est-ce que c'était donc Oracle, NetDimension, SAP, Moodle, Strategia ou Technomedia? Je vais tout de suite vous faire une petite confidence. Là, quand j'ai monté le choix de réponse, je me suis assuré de pointer toutes des solutions LMS qui, en 2008, étaient accessibles en mode installé derrière un mur coupe-feu, derrière un firewall. Je n'ai pas mis de solutions qui devaient exclusivement être diffusées via une offre Software as a Service, donc hosté. Vous avez terminé, parfait. Je vais donc marquer la terminaison du sondage. Vous avez voté en majorité Moodle, en deuxième place Oracle, comme on le voit, en troisième place SAP, et Strategia, certains, peu ont indiqué Technomedia. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite vous révéler avec la prochaine diapo la réponse. Et la réponse, c'est, je vais vous dire de vive voix parce qu'elle n'était pas écrite comme ça, elle était pour être dite, c'était Moodle. Donc, et ce qui s'est passé, donc c'était Moodle. Donc, en majorité, vous avez bien répondu. Bravo. Et c'était Moodle et ça faisait du sens pour l'organisation en 2008. Autre petit détail, en même temps que Moodle était choisi dans un contexte d'appel d'offres, alors vous pouvez deviner qu'il y avait également l'expertise, Moodle qui était recherché dans le contexte donc de cet appel d'offres-là. Il y a eu en passant 2 appels d'offres. Le premier n'a pas été concluant. C'est le deuxième qui a permis de choisir Moodle. Et en même temps, la CIA a embauché, s'est doté de 15 ressources dédiées à non seulement à l'implantation, mais à la gestion continue de son système Moodle. Donc, assez demandant quand même aussi au niveau, mais on peut s'imaginer que c'était demandant aussi au niveau de la CIA. La CIA, en passant, c'est l'équivalent de 7 universités. Il y a 7 groupes de formation dédiés à l'interne. C'est une organisation qui est colossale sur le plan de l'apprentissage et du développement. Pensez juste au debriefing. Une autre anecdote là-dessus, justement quand on parle de debriefing au retour de mission, les vidéos qui sont produites pour être entrées dans les solutions d'apprentissage sont d'un maximum de 7 minutes. En fait, les vidéos optimales sont de 3 à 4, 5 minutes. On va à 7 dans certains cas. On s'est rendu compte vraiment au nombre de vidéos produites que c'était vraiment le temps maximal d'attention et la CIA a développé une approche de développer des objets d'apprentissage vraiment en bloc maximal de 7 minutes. Anecdote en passant, on pourrait en reparler si jamais vous êtes intéressé par la chose. Ce qui est bon à savoir, et en terminant et en ouvrant à vos questions, c'est que toute l'expertise e-learning qui est présente, cette technologie, elle est présente
à travers ces nombreux cours. Donc, à la compréhension globale du phénomène e-learning, à la gestion de projets, à l'acquisition des technologies et services. On a maintenant un cours en conception e-learning et conception des solutions d'apprentissage en général qui va être ouvert sous peu, qui s'ajoute au cours de gestion de projets de développement e-learning où on traitait déjà de la conception. Également sur les outils, donc sur des outils de production comme Storyline, des cours aussi dédiés au montage vidéo, aux effets spéciaux, à certains outils. Bref, Technologia offre toute cette expertise-là que vous entendez aujourd'hui. Non seulement ça, c'est une manière aussi aujourd'hui, avec ce webinaire, de lancer officiellement le principe que Technologia maintenant développe et offre sa formation en e-learning. Elle le fait déjà via Cross Knowledge, les produits, les contenus que vous pouvez accéder dans ces contextes-là, mais de développer pour vous de la solution d'apprentissage en ligne pour vos besoins et idéalement même en tablant sur l'expertise des 70 formateurs qui travaillons ici donc chez Technologia dans les domaines aussi variés que la sécurité informatique, les TI en général, le capital humain, dans les langues et dans toute l'expertise qui est inclue dans le catalogue de Technologia. Donc, le partenaire Solutions Comuna en lien avec tout le reste de l'expertise chez Technologia, on peut vous développer donc cet apprentissage en ligne. Dans la partie qui va suivre, justement, vous pouvez continuer à noter de vos questions et il y a ici donc des animateurs, des animatrices avec moi qui ont pris note aussi de vos questions. On va répondre à quelques-unes de vos questions dans le moment qui va suivre. Vous pouvez en profiter aussi pour inscrire des commentaires aussi de ce que vous avez retenu en particulier du webinaire. Donc, écrivez les commentaires, j'ai retenu, ou des éléments comme ceux-là. Donc, ça va nous faire plaisir de vous lire. Mais pour tout de suite, on va y aller avec donc de vos questions donc, qui sont posées. J'ai une question ici de Loreto qui demande pouvez-vous élaborer sur comment vous appliquez la méthodologie agile sur vos projets e-learning? La méthodologie agile, elle est appliquée dans nos projets en impliquant de très très près toute la partie cliente, toute la partie donc interne, d'une manière telle que on va, dans les étapes initiales, identifier au mieux l'envergure selon des paramètres, j'ai envie de dire, habituels qu'on a pour définir notre approche de l'envergure qu'on va associer à ce projet-là. Et une fois que ceci est fait, on va vraiment travailler sur une cible qu'on va se permettre de réajuster au fur et à mesure. J'y vais là, c'est vraiment mon elevator speech ici, donc ma petite discussion d'ascenseur. La différence, donc, ça va être que vraiment, on va travailler tout de suite avec l'idée du produit, du concept final qu'on va vouloir avoir. On va prototyper très rapidement. On va se retrouver vraiment avec le visuel, avec des sketchs, avec des éléments, donc vers où on s'en va, et on va travailler à élaborer la structure autour de ça. Qui dit approche agile dit obligatoirement l'implication de tous les membres de l'équipe qui vont travailler dans ce projet-ci. On rajoute avec tout ça des aspects spécifiques comme les scrums, la capacité vraiment de s'ajuster et on passe avec des validations continues pour le faire très régulièrement. Merci Loreto pour la question, c'est quelque chose donc qu'on traite et de manière assez détaillée dans le cours de gestion de projet e-learning. Je ne sais pas si vous avez également d'autres questions. Ça peut être des questions qui sont apparues en cours de route dans la série donc, du temps qu'on a passé ensemble. Je n'ai pas porté attention nécessairement tout le long, mais il semble que finalement, donc, les questions, il n'y en a pas eu tant que ça. Il semble que vous étiez à l'écoute. Bien, écoutez, on est 5 minutes avant l'heure, mais c'est un petit peu ce qu'on avait souhaité faire, s'assurer de vous libérer à temps. On va terminer en vous invitant vraiment, posez-nous vos questions. Vous pouvez les envoyer donc à l'équipe de Technologia via donc votre lien, donc la façon dont vous êtes inscrit. Vous allez recevoir aussi le lien pour l'enregistrement, l'évaluation. Profitez-en pour inclure des questions sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des réponses et on va le faire donc en conséquence. Je vois ici des remerciements. Merci beaucoup Loreto, merci beaucoup à tout le monde. Alors voilà, on va laisser rouler le tout un peu. Le webinaire est officiellement terminé. Merci beaucoup pour votre participation.
Salutations à tout le monde qui avait participé en grand nombre aujourd'hui. Merci.